Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le Forum de Bangui entérine la proposition de prolongation de la transition en Centrafrique. Un délai supplémentaire de quelques mois pour permettre l'organisation effective des élections présidentielles et législatives. Le décollage économique de l'Afrique n'est plus une utopie. Le continent connaît depuis quelques années une croissance fulgurante. De nombreux obstacles freinent toutefois cette dynamique. Et puis depuis 1994, le Rwanda s'est engagé dans un processus de développement soutenu et les succès sont indéniables. Kigali, sa capitale, figure désormais parmi les plus belles villes du continent. Après 3 jours de travaux au Forum de réconciliation de Bangui, la plénière a commencé à adopter ce samedi des recommandations faites par les 4 groupes. Parmi celles-ci, la modernisation des chefferies traditionnelles, mais aussi et surtout la prolongation de la période de transition. Iparatindiaï. En Afrique, le respect des anciens et des traditions fait partie des piliers fondateurs de la société. Il bénéficie auprès de la population une solide légitimité. Leur accorder une place de choix est souvent garant d'une société harmonieuse. Le Forum de réconciliation de Bangui semble l'avoir compris. Il souhaite construire la paix avec les chefs traditionnels. Les autorités centrafricaines souhaitent désormais réhabiliter et moderniser les chefferies traditionnelles en faisant d'elles des acteurs incontournables de la paix et de la réconciliation. Pour Martin Ziguélé, ancien Premier ministre et président du mouvement de libération du peuple centrafricain, les chefferies traditionnelles peuvent jouer le rôle de relais nécessaire pour la consolidation de la paix. La commission à laquelle j'appartiens, d'ailleurs, la commission gouvernance qui a émis cette recommandation, parce que contrairement à beaucoup de pays africains, à l'indépendance, les chefferies traditionnelles, c'est-à-dire les pouvoirs locaux, ont été complètement éliminés. Et on se rend compte que lorsqu'il y a un problème, qu'au sommet de l'État, il y a rupture de continuité de l'État, n'est-ce pas, il n'y a plus de relais entre ce qui reste du pouvoir et les populations à la base. Et c'est ce qui explique que notre crise a atteint une telle intensité. Les chefs traditionnels dans la tradition africaine ont à la fois un pouvoir moral, un pouvoir administratif, un pouvoir économique et un pouvoir culturel très fort. Et leur inexistence dans le schéma politico-administratif centrafricain a été durement ressentie pendant cette crise-là. À tel point que pour trouver des médiateurs sociaux, des médiateurs communautaires, il a fallu faire des pieds et des mains et chaque jour qui passait, c'était synonyme de mort, de destruction, etc. D'autres points comme la création d'une haute autorité de la bonne gouvernance, l'adoption d'une loi sur la liberté religieuse ou la reconnaissance de l'incompatibilité entre fonctions politiques et militaires figurent parmi les propositions du rapport sur la gouvernance. Bon, le premier point, c'est que tous les Centrafricains disent, et ils ont raison, que depuis 30 ans, depuis 1980, nous avons commencé des séminaires nationaux de réflexion, de dialogue politique, des grands débats nationaux, etc. Et les recommandations sont toujours restées lettres mortes. De notre côté, beaucoup de Centrafricains, et à juste titre aussi, se plaignent de la corruption, de la grande corruption, de la moyenne corruption, de la petite corruption. Et tout cela n'a pas de traduction institutionnelle, c'est-à-dire législative ou réglementaire, puis institutionnelle. C'est pour ça que la commission gouvernance a dit, comme les mots sont répétitifs, les recommandations également répétitives, il faut donner force contraignante à cette recommandation-là en mettant en place une haute autorité de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. Cette haute autorité aurait le rôle à peu près du vérificateur général au Mali ou de l'auditeur général dans les pays anglo-saxons. Samedi, d'autres recommandations en matière de gouvernance et de développement économique et social ont été adoptées. Autre point important du Forum de Bangui, l'adoption de la proposition de prolongation de la transition, une prolongation indispensable puisque le président de l'autorité nationale des élections a déjà indiqué ce jeudi 7 mai que l'échéance de juin-juillet ne pourra pas être tenue en ce qui concerne l'élection présidentielle. Commémoration ce 10 mai en France de l'abolition de l'esclavage à l'occasion d'honorer le souvenir des victimes et d'engager une réflexion générale sur l'ensemble de la mémoire de l'esclavage longtemps refoulée. À l'occasion également de s'interroger sur la façon dont cette tragédie peut être intégrée dans les programmes scolaires, mais quelle est la réelle portée de cette commémoration pour le continent? Élément de réponse avec l'historien Hamzat Boukari. Lors du discours de l'an dernier, le président Hollande avait clairement dit qu'il fermait la porte aux réparations en citant de manière erronée Aimé Césaire. Aimé Césaire disait qu'il fallait justement des réparations. Cela est d'autant plus problématique vu que d'autres groupes
bénéficient de réparation. On sait qu'il y a une commission qui a été mise en place par rapport aux biens spoliés aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'il y a des travaux d'historiens qui sont en mesure de cibler d'où proviennent les richesses qui sont nées justement de la traite et de l'esclavage. On sait également que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, il y a eu des procès qui ont amené des entreprises, notamment, qui avaient des esclaves à verser des réparations sous diverses formes. Ça a pu être des bourses d'études, ça a pu être des fondations créées, ça a pu être des institutions financées grâce à ces fonds. Donc il y a des précédents en la matière. Mais la France, de son côté, reste particulièrement fermée sur cette question. Elle le reste d'autant plus qu'on sait que la France a imposé, par exemple, une dette au moment de l'indépendance d'Haïti et que cette dette a été au crédit des banques françaises qui sont aujourd'hui très bien connues. Donc cette question des réparations aujourd'hui me semble tout à fait légitime. Les États africains pour une démocratisation de l'ONU, réunis en marge des travaux préparatoires du sommet du comité des 10 de l'Union africaine, les ministres des Affaires étrangères se sont prononcés en faveur d'une réforme au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une réforme pour permettre au continent d'y être authentiquement représentatif. Le point avec Idelette Bissou. En prélude au sommet du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Livingstone, en Zambie. Au cours des travaux préparatoires le 8 mai dernier, ils ont plaidé pour l'intervention directe de l'Afrique au Conseil de sécurité dans la gestion des affaires du continent. L'Afrique doit être entendue à chaque fois que ses préoccupations en matière de sécurité et même ceux du reste du monde sont à l'étude. Le Conseil de sécurité et ceux qui le contrôlent doivent donc ouvrir les portes. Il est impératif que nous arrivions avec des propositions globales, des stratégies et les recommandations qui nous permettront d'accélérer la réalisation des objectifs de la représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité. Ces négociations sont dirigées par le représentant permanent de la Jamaïque à New York et président des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le sommet des 10 devrait aboutir à une position commune de l'Afrique à l'intention des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est dans cette perspective que nous continuons d'exiger un modèle de réforme qui assurera le droit légitime de l'Afrique à la représentation géographique juste et équitable au Conseil de sécurité. Le consensus des Zulwini, adopté en 2005, a appelé à ce que le continent africain soit représenté au Conseil de sécurité de l'ONU par 7 membres, dont 2 permanents avec droit de veto. Pourtant, jusqu'en 2015, le continent se sent toujours exclu du processus de prise de décision. Avec une croissance 1,5 fois plus rapide que celle de l'économie mondiale et une population appelée à doubler dans les 30 prochaines années, l'Afrique est en plein essor économique. Le continent reste toutefois confronté à de nombreux défis. En tête de liste, la transformation structurelle de ses économies. Explication avec Birama Saonera. Le continent africain est annoncé comme le prochain pôle de développement et de croissance. Pour ce faire, les pays africains se sont engagés à asseoir les bases de la transformation structurelle de leurs économies. Aujourd'hui, la consolidation et la pérennisation des bases d'une croissance forte, compétitive et inclusive sont plus que nécessaires sur le continent africain. Il y a tout ce qu'il faut faire pour la transformation de notre économie, notamment accorder une valeur ajoutée à nos matières premières via la transformation. Et puis enfin, le rôle donc, du capital humain en tant que certainement résultat donc, de l'émergence, mais aussi en tant qu'ingrédient de l'émergence. La voie de l'émergence pour l'Afrique passe aussi par la mise en œuvre des politiques concrètes, mais aussi des efforts internes de chaque pays. En Côte d'Ivoire, les autorités ont mis l'accent sur plusieurs facteurs pour accélérer le développement économique. Notre plan actuel a conduit donc à une croissance qui maintenant avoisine les 2 chiffres et cette croissance a été portée par un certain nombre de secteurs, principalement l'agriculture qui continue donc d'être au cœur de notre économie, mais aussi les infrastructures. Maintenant, le bâtiment commence à s'enregistrer, donc ce sont ces secteurs qui ont porté. Pour beaucoup d'observateurs, le continent affiche l'un des meilleurs taux de croissance dans le monde. Cependant, le continent africain fait face à plusieurs défis, celui de la paix, de la sécurité et de l'instabilité. Une situation qui nécessite la mise en place d'une stratégie commune à l'échelle continentale pour une croissance rapide et inclusive.
Faire de Kigali la vitrine du développement du Rwanda, c'est l'ambition des autorités municipales de la capitale depuis 2006. Et aujourd'hui, avec ses routes bitumées et ses quartiers salubres, le défi semble relever. La première ville du Rwanda présente désormais une fière allure pour une nouvelle Afrique. Reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant au Rwanda. Faire de Kigali la vitrine du développement du Rwanda, c'est l'ambition des autorités municipales. La nouvelle équipe dirigeante a intensifié les réformes dans ce sens depuis 2006. Aujourd'hui, avec de nombreuses voies bitumées, une salubrité exemplaire et une sécurité satisfaisante, la première ville du Rwanda présente une fière allure pour une nouvelle Afrique. Il y a des années, la ville de Kigali n'avait pas une urbanisation organisée, n'avait pas de schéma directeur. Enfin, c'est une ville qui n'existait même pas. C'est une ville qui se développait en informel. Et actuellement, je constate que la ville de Kigali, c'est une ville qui avance sûrement, avec un plan bien établi. Et c'est une ville qui se modernise dans l'entourage de ses voisins. Kigali compte aujourd'hui 1 300 000 habitants, dont 60% de jeunes. Elle est également la première destination économique du pays grâce à la présence de nombreuses entreprises. Mais certains défis restent d'actualité pour une meilleure intégration de toutes les couches sociales. Il faut qu'il y ait l'immobilier accessible aux gens à faible revenu. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de projets visibles qui peuvent aider les gens à faible revenu d'accéder aux infrastructures. Donc, c'est un secteur aussi qu'il faut investir. Et je n'en douterai pas que si quelqu'un investissait dans le secteur immobilier, des gens à faible revenu, il aura fait un grand projet. Kigali a été reconnu en 2008 comme meilleur modèle de développement en Afrique par les Nations Unies. Les autorités rwandaises accentuent actuellement la construction d'infrastructures dans de nouvelles villes satellites pour un développement harmonieux du Rwanda. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.